Bonsoir et merci de votre fidélité à la télévision nationale. Simple maternité au départ, hôpital de la mère et de l'enfant par la suite, puis l'État décide d'en faire un centre de référence en santé maternelle et infantile, centre hospitalier universitaire de la mère et de l'enfant Lagune. Mais depuis quelques jours, le bloc technique du centre est aux arrêts. Les cris des bébés ont fait place à un silence de monastère devant un personnel résigné, presque en chômage technique. Quelle thérapie pour le CHU Mel? Pour en débattre ce soir, j'ai comme invité Lucien Toko, directeur de cabinet du ministre de la Santé. Bonsoir, Monsieur Toko. Bonsoir, Monsieur Célestin. Et puis, Monsieur Maxime Assogba, technicien biologiste, ancien secrétaire général du syndicat Maison, comme on dit, du syndicat du centre hospitalier universitaire de la mère et de l'enfant Lagune. Bonsoir, Monsieur Assogba. Bonsoir, Monsieur le journaliste. Avant le débat, on va faire un tour avec Jean-Claude James, un tour au centre hospitalier universitaire de la mère et de l'enfant Lagune avec la complicité de la régie pour voir le climat qui y règne. Un silence inhabituel caractérise le bloc technique du CHU Mel, composé des urgences, la salle d'accouchement, les blocs opératoires et la réanimation. Depuis plusieurs jours, aucun cri de bébé n'a été enregistré ici et pas de femmes en travail. Personnel et usagers de ce centre sont otages d'une situation qui ne date pas d'aujourd'hui. Depuis presque 2 ans, nous avons 2 blocs qui ont brûlé et la REA aussi. Et du coup, nous avons notre plateau technique qui est réduit à un seul bloc. Et depuis 2 ans, on essaie de travailler comme ça. Et le seul bloc qui fonctionnait, la table d'opération aussi, est non fonctionnelle. C'est pas facile de travailler comme ça. Lorsque nous faisons des déclenchements, depuis 2 ans, lorsque nous faisons des déclenchements, nous ne sommes pas tranquilles. Tu peux être en train de diriger un travail d'accouchement et ça tourne autrement. Là, tu es obligé d'attendre ou tu mets dans une ambulance pour amener ailleurs. Face à la situation, pas d'autre choix que la fermeture. La seule salle d'intervention dont on s'accommodait nous a lâchés. Dans ces conditions, on ferait quoi? Si on est des gens responsables, on ne peut plus prendre un travail d'accouchement. C'est pour ça que, logiquement, on devrait fermer avec l'accord de tout le personnel. Pour les agents, il faut réhabiliter en urgence le bloc technique. Un SOS pour la survie à tout prix. La compétence est là, mais on n'a pas le matériel ni le plateau technique qu'il faut. Nous voulons qu'on nous redonne notre plateau technique pour que nous puissions contribuer vraiment à diminuer la mortalité maternelle. Ce que vous avez derrière moi, c'est une partie du matériel, mais ça ne fait pas fonctionner un bloc opératoire. Mais je sais que, si j'en crois les propos du ministre, que la présidence aussi est à pied d'œuvre, il faudrait que les financiers aussi l'aident à régler le problème. Parce que même s'il a la bonne volonté et que du côté des financiers, ça ne bouge pas, et il faut que ces personnes-là sachent aussi que chaque fois qu'ils traînent à régler ce genre de problème, c'est des décès derrière. Comment comprendre que le CHU Mel, l'un des hôpitaux de référence, soit handicapé faute d'un bloc technique? Les portes de ce service sont jusqu'à nouvel ordre fermées à la mère et à l'enfant. L'heure est grave, il faut agir et vite. Merci Jean-Claude James. Autant de temps que durent les difficultés, c'est des décès. C'est ce que je viens d'entendre d'un de vos médecins, monsieur le directeur de cabinet. La question majeure dont la réponse est pertinemment, j'allais dire, très importante, les Cotonois, j'allais dire même les Béninois nous regardent ce soir, ils veulent savoir quand est-ce que le bloc technique sera à nouveau opérationnel. Merci pour cette question. C'est vrai que cette situation est regrettable que nous soyons arrivés à ce stade. Nous aurions souhaité que cela ne se passe pas dans ces conditions. Le seul bloc qui était fonctionnel depuis l'incendie devait être relayé. On se mettait pour que cela soit relayé, juste pour qu'on ait au moins un deuxième avant de penser au troisième. Vous m'avez demandé quand est-ce que ce bloc serait à nouveau fonctionnel.
J'espère fortement que cela ne dépasse pas la fin du mois de juin. J'espère que cela ne dépasse pas la fin du mois de juin, parce que nous sommes en train de prendre toutes les dispositions. Vous savez, c'est un problème financier. On a fait le point, on aura le temps d'en parler. On aura le temps d'en parler, c'est peut-être déjà le moment. Quand vous dites c'est un problème financier, ça doit coûter combien pour réparer les 3 unités, si je puis les appeler comme ça? Nous avons fait le point. Parce que quand on parle de blocs techniques, on m'a dit il y a les 3 blocs opératoires, mais il y a aussi, je crois, les urgences ou salles de réanimation. Présentez-nous. Le point que nous avons fait avec les techniciens pour le moment, c'est moins de 550 millions. Pour moins de 550 millions Oui, le problème n'est pas simplement à ce niveau. Je dirais que le point qu'on vient de faire, c'est moins de 550 millions. Mais le problème se trouve à un autre niveau. Okay. Vous savez, dans le programme d'action du gouvernement, nous avons intégré tous ces besoins dans notre planification. Et à ce titre, étant donné les plaintes du passé, comme quoi les formations sanitaires se plaignent du fait que le ministère de la Santé leur livre des matériels qu'ils n'ont pas demandé ou qu'ils ont demandé et qui ne connaissent pas. Nous avons estimé, lorsque ce problème s'est posé, nous avons estimé qu'il faut faire une évaluation pour s'entendre, parce que nous avons plusieurs exemples du matériel commandé parce que les techniciens ont exigé ce matériel-là. Le matériel arrive et ils disent que ce n'est pas ce qu'ils ont demandé, ou bien il manque encore d'autres matériels. Alors, pour éviter cette situation, le chef de l'État a voulu que l'on fasse une évaluation. Je disais tout à l'heure que l'équipement de ces blocs, le renouvellement de ces blocs se trouve dans le PAG. Mais avant de l'acheter, le chef d'État a voulu que l'on fasse une évaluation, une audit de ce besoin, de cet équipement, pour qu'on s'assure que ce qui est demandé est réellement ce qui va être acheté, ce dont on a réellement besoin. C'est en fait cette décision qui a un peu ralenti les choses. Sinon, l'assistance, nous avons confié cet audit à APHP, qui est une agence qui assiste le pays. Très bien. Voilà, nous l'avons confié. Ok, on va attendre donc que cette société réagisse. Je vais faire intervenir le syndicaliste, même s'il n'est plus au bureau, M. Assogba. Quand vous écoutez le directeur de cabinet, vous dites quoi? D'abord, le personnel, il fait quoi en ce moment? Il se tourne les pouces, c'est ça? Si, monsieur le journaliste, il faut avouer que le personnel est carrément au repos. C'est-à-dire c'est un personnel qui est au chômage technique. C'est un personnel qui arrive et qui hume l'air jusqu'à la fin de l'heure et descend pour rentrer à la maison. Il y a l'arrêt des cours universitaires. Puisque c'est un centre désormais hospitalier universitaire. Donc, il y a l'arrêt de ces cours, l'arrêt des pratiques qui permettront quand même aux spécialistes d'avoir la main. Mais il faudrait que nous rappelions à tous les téléspectateurs que cette histoire date depuis près de 2 ans. Le bloc-là a pris feu dans la nuit du 22 au 23 juillet 2015. Donc, il n'est pas question que le gouvernement puisse nous dire que c'est maintenant qu'on est en train de confier ici et ça. C'est vrai que ce n'était pas ce gouvernement. C'est vrai que ce n'était pas ce gouvernement. C'est une continuité. Nous avons vu Topa brûler. Mais Topa, on n'a pas pris si tant de temps pour le faire. Mais il faudrait que les jeunes soient en bonne santé pour pouvoir aller à Topa. Il faudrait que les gens soient en bonne santé pour aller travailler dans tous les ministères. En plus, c'est l'accouchement des gens qui donnent la vie. Et vraiment, c'est un cri de détresse. Tout le personnel est mécontent de la manière dont les problèmes du CHU-MEL sont traités au niveau du ministère. Mais le DC vient d'évoquer aussi un problème qui me paraît important. Il dit, voilà, les techniciens de l'hôpital demandent tel équipement, l'équipement est commandé,
Et après, on dit non, ce n'est pas ce que nous avions demandé. Il faut avouer que là aussi, il y a un problème au niveau. Dans le passé, quand les gens demandaient le matériel, il faut dire que l'équipe qui s'en occupe pêche en ne demandant pas toutes les spécificités de ce qu'on demande. Mais comment l'équipe demande les équipements sans interroger ceux qui les utilisent? Comment ça se passe? C'est là le problème. Donc ce n'est pas la faute du gouvernement. Si les praticiens étaient associés à la commande, les gens allaient donner tout ce qu'il faut comme spécificité, et quand le matériel est là, on fera que la réception et l'utiliser à bon escient. Parce qu'aujourd'hui, la technologie a avancé dans tous les pays. On ne paie plus les gens sous anesthésie comme nous le faisons ici au Bénin. Et nous sortons, nous voyageons tous. Les membres du ministère voyagent. Il y a de quoi tricher un peu ce qui se passe à l'extérieur pour pouvoir le faire. Nous pensons que le gouvernement a trop duré par rapport à ça. Parce que l'unique bloc que nous utilisons, c'est construit par les Japonais. Je suis vraiment désolé de vous apprendre sur le plateau que ce que la partie béninoise doit faire dans ce qui est construit dans le bâtiment japonais, jusqu'à cet instant où nous parlons, n'a pas été fait. C'est quoi ce que le gouvernement, enfin, ce qu'on devrait faire on a par exemple le terrassement des lieux. Il faut faire le pavage des lieux. Les gens ne doivent pas marcher dans le sable pour pouvoir aller au bâtiment. Il y a l'euro qui doit être couvert. Voilà autant de choses. Aujourd'hui, ce bâtiment date depuis 2007. Ça fait pratiquement 10 ans. Même le bloc japonais qu'on utilisait, le lit qui nous servait de relais, ce lit a fait qu'il y a une diminution constante des actes chirurgicaux. Ce qui a fait que beaucoup sont ces malades-là qui ont été vus à Oumel et qui par la suite ne peuvent plus bénéficier des soins opératoires chez nous. Raison pour laquelle les cliniques de la ville sont bien desservies. Ce qui fait que le praticien hospitalier, quand il est à l'hôpital, quand il n'a pas le matériel adéquat pour s'assurer de ce qu'il veut faire comme opération, il est obligé d'envoyer ça à la clinique. Et la clinique, ça a son coût. Très bien. Monsieur le directeur de cabinet, vous avez suivi les explications du syndicaliste. Il ne comprend pas, autant que les Béninois, que depuis 2 ans que les 2 premiers blocs ont pris feu, on n'a pas pu apporter des solutions. Et vous me dites, c'est inscrit au PAG. Est-ce qu'on va attendre l'exécution du PAG ou il y aura une solution d'urgence? Oui, j'étais en train d'expliquer la situation du PAG pour vous dire que le gouvernement, à son arrivée, a pris conscience de la situation et l'a inscrit dans son programme d'action. Vous savez qu'il y avait déjà des actions qui étaient mises en œuvre, qui étaient déjà dans le gouvernement passé, et quand le gouvernement actuel, le gouvernement du renouveau s'est remis à sa place, ce gouvernement a identifié ses priorités. Et parmi les priorités se trouvait donc l'équipement de ces blocs et l'action dont il parle. Alors, pour ce qui est de l'équipement, il se rappelle très bien que nous venons en fait de finir le bloc qui est actuellement le seul qui apparemment, dirige, est fonctionnel. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que lorsque les 2 blocs étaient brûlés, il y avait un seul bloc qui fonctionnait. Et ce seul bloc qui fonctionnait, nous avons décidé d'équiper un des blocs brûlés. Et ce bloc brûlé a été équipé et il manquait juste un petit appareil pour que cela accompagne le seul qui était fonctionnel. Quand ce seul-là a lâché. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, je crois que dès que la situation a dégénéré, nous étions obligés au plus pressé de chercher à mettre l'équipement, le seul équipement qui permettrait au bloc qui était en train d'être équipé à fonctionner. Mais quand j'entends le bloc, oui, vous allez poursuivre, oui. Hein, mais quand j'entends le seul qui fonctionnait à lâcher, c'est quoi la panne concrètement? L'autre, on sait que c'était des incendies. Oui. Là, il s'agissait de quoi? En fait, c'est une panne technique? Non, ce seul bloc qui travaillait seul
pendant... C'est des détails techniques, mais ça permet au moins de saisir le problème. Oui, je comprends. problème. Le seul bloc, vous savez, dans un hôpital de l'envergure du CHU Mel, il faut 3 blocs opératoires. 3. Un bloc pour les interventions programmées, un bloc pour les urgences et un bloc pour les interventions sceptiques. Alors, les 2 blocs, les 3 blocs étaient là en fait, quand 2 ont brûlé. Il restait un seul. Le seul qui est resté a travaillé pour 3 pendant plusieurs mois, bientôt 2 ans. Entre-temps, c'est d'abord la table qui s'est affaissée. On a dû changer la table. Et la table qu'on a changée, c'est cette table-là qui s'est encore coincée. C'est ça, puisque pour opérer quelqu'un, c'est sur une table opératoire. Et si cette table-là ne marche pas, on ne peut rien. Mais en dehors de la table, il y a d'autres matériels qui progressivement ont pris de l'âge. C'est ce que disait M. Denapo dans le reportage. C'est en fait cette situation qu'ils ont soutenue malgré eux pendant un moment qui a lâché. Entre-temps, vu cette situation, nous avons décidé d'équiper un des 2 blocs brûlés. Et c'était en voie d'équipement. Il manquait un compresseur qui permettrait le démarrage. Alors, le compresseur, pour une ou 2 raisons, ça a traîné à arriver, mais finalement, c'est arrivé juste 1 ou 2 semaines après que le bloc... C'est parce que dès que nous avions appris qu'il y avait une situation d'urgence, le ministre a mis le cap pour que le matériel qui manquait arrive. Ce matériel est arrivé. Mais j'avoue que avec ce matériel, si on se jetait encore à utiliser ce seul matériel, on aurait créé encore peut-être d'autres situations. Et le personnel a estimé qu'il faut nécessairement qu'on ait réglé le problème entier pour qu'ils puissent travailler dans de bonnes conditions. Moi, je suis bien d'accord avec eux en tant que médecin, et je sais ce que c'est que recevoir des malades dans ces conditions, ce n'est pas facile. Très bien. Donc, si j'ai bien compris, le directeur de cabinet, vous avez dit ça traîne, mais à écouter le décès, c'est parce que vous demandez que le problème soit réglé dans sa globalité, monsieur le syndicaliste. Il faut avouer que les années passées, les problèmes s'étaient toujours posés. Et à chaque année, fin d'année, le ministère, dans le souci de bien élaborer son budget, a toujours demandé à tous les centres de demander du matériel. Nous en avons toujours demandé. Nous n'avons jamais été satisfaits. Parce qu'il faut avouer, moi je suis à l'OMEL depuis 17 ans. Depuis 17 ans, on n'a jamais changé les lits de l'hôpital. On n'a jamais changé le matériel de l'hôpital. Et c'est ça qui est que... Parce que face au nombre d'accouchements que nous faisons, il y a de quoi. Avant, nous faisons près de 6 000 accouchements pour l'année. Vous calculez, vous allez voir sur 12 mois, ça fait près de 500 accouchements par mois, nous faisons. Et nous sommes la référence et nous ne devons pas être traités au même titre que les CHD. Mais malheureusement, le statut actuel du CHU Mel nous a caqué sous la direction de la DDS. Malgré le fait que le thème référence hospitalier, le thème référence que nous sommes n'a pas été respecté. Parce que quand ça pète au niveau des CHD, ça converge chez nous. Et on devait tenir compte de tout ça là. Et nous mettre sur tutelle Centre national hospitalier université. Ce qui nous permettra d'avoir des subventions qui pourront tant de bien répondre un peu à nos inspirations. Est-ce que vous êtes en train de me dire, M. Assoka, que après que l'État ait décidé d'en faire un centre hospitalier universitaire, vous continuez de vivre comme un centre départemental, c'est ça? Nous continuons de vivre, même à l'instant où nous sommes, je suis qualifié à dire que nous vivons comme un dispensaire. Parce que nous avons que des crédits délégués à hauteur de 100 millions. Qu'est-ce que c'est les crédits délégués pour ceux qui... C'est le fonds alloué. Il n'y a pas un budget pour... C'est au niveau de la TDS que c'est centralisé. Et à un moment T de l'année, il y a ouverture. Ça nous permet de commander ce dont on a besoin.
Ce qui fait qu'actuellement, quand ces fonds-là sont disponibles, nous commandons ce qu'il y a comme vivres alimentaires et quelques consommables. Ce qui fait que le renouvellement du matériel technique n'y figure jamais, compte tenu du coût élevé de ce renouvellement. Ce qui fait que quand vous prenez les laboratoires, c'est des appareils qui sont là depuis 10 ans, 6 ans, 7 ans. Or, la science a évolué. Et on a d'autres matériels de pointe qui permettent d'utiliser moins de réactifs, par exemple, au laboratoire et de sortir des résultats fiables. Mais nous sommes toujours à la main. Et c'est tout comme si nous ne voyons pas ce qui se passe à l'extérieur, nous ne voulons pas évoluer. Voilà un centre, monsieur le directeur de cabinet, qui, sur papier, dit centre de référence, centre hospitalier et universitaire. Et monsieur Assoba est en train de nous dire qu'en fait, dans la pratique, c'est un centre, c'est une infirmerie. Enfin, vous avez dit quoi? Un centre un dispensaire. C'est comme si on Non, était en fait, dispensaire. il le dit si bien, il dit ce qu'on nous alloue, c'est comme si. En fait, c'est vrai que le CHU MEL, on l'appelle comme ça depuis un moment, le CHU MEL, un centre de référence, Sur papier, quoi. qui ne devait pas être considéré comme un centre, un CHT, comme il le dit. C'est vrai que tout ce que l'on décide de faire, quand on prend la décision, il faut avoir les moyens de mettre en œuvre cette décision-là. Vous savez, notre État, je voudrais dire, l'État vise sur la fiscalité. Nous avons des ressources limitées. J'imagine que l'État sait qu'il vise sur la fiscalité avant de décider que ce sera un centre de référence. C'est vrai que nous avons des ambitions. Très bien. Nous avons des ambitions et on s'organise pour avoir les moyens de cette ambition-là. J'avoue que nous n'avons pas complètement encore les moyens de cette ambition. C'est pour cela que l'État se bat à élever le niveau des ressources pour pouvoir prendre en compte cette ambition. Et c'est la tradition de cette ambition qui ressort du fait que dans le PHG, nous avons inscrit que certains centres devaient prendre de la hauteur. Et ces hauteurs, vous savez qu'on avait décidé de créer 8 CHU. Et est-ce que nous avons vraiment les moyens de supporter les 8 CHU? Et c'est là où se pose le problème. Et nous sommes en train de revoir si nous allons maintenir ces 8 CHU, parce qu'il ne faut pas créer des CHU et ne pas pouvoir les soutenir. C'est là où se trouve le problème. Mais en dehors de tout cela, parlons de la situation de l'OMEL, qui est une situation réelle, pratique, où nous devons prendre des décisions. Ce que je voudrais dire par rapport au MEL, nous avons pris la mesure de l'urgence. Je veux dire que le ministère de la Santé a pris la mesure de l'urgence et a porté et porte ce problème au niveau du gouvernement. Et le gouvernement, de mon point de vue, avec l'écoute attentif, mais veut simplement s'assurer que nous n'allons pas acheter des équipements qui vont être garés, parce qu'il y a des centres où on a acheté des équipements qui coûtent des millions qui ne sont pas utilisés. Jusqu'à ce jour, il y en a plein. Oui, mais la question, c'est combien de temps les malades vont attendre Oui. que vous calculiez, non, vous cherchez? ce n'est pas des calculs. Je le dis, ce que je dis, c'est une question de jours. Okay. C'est une question de jours. J'ai des documents ici qui prouvent que nous avons pris toutes les dispositions. Le vendredi nuit, nous sommes rentrés à 21h parce qu'on nous a demandé, au niveau de la présidence, d'avoir les spécifications de chaque matériel demandé pour qu'il n'y ait pas ce problème-là. Et nous avons travaillé jusqu'à 21h et nous avons envoyé ces documents à la présidence à 21h. En associant donc les médecins, tous bien les sûr, corps, parce que les spécialistes. Les spécialistes et Dr Denapo ne pourra pas le contredire. C'est ensemble que nous avons fait le point du matériel. C'est vrai qu'il y a d'autres matériels dont nous n'avons pas encore les spécifications, mais la plupart du matériel, nous avons les spécifications pour que nous soyons sûrs que ce que nous allons acheter serait utilisé.
Même le matériel qui est là actuellement, il y a du matériel qui apparemment serait trop sophistiqué malgré la formation que les acteurs ont par rapport à l'utilisation de ce matériel-là. Le matériel que nous avons actuellement dans le seul bloc qui est opérationnel est un matériel de pointe et il faut travailler à ce que ceux qui vont l'utiliser puissent être à la hauteur. Même ceux qui seraient achetés, il faut nécessairement que ceux qui vont l'utiliser soient à la hauteur. C'est pour cela que nous avons associé intimement le personnel, les techniciens pour que cela se fasse. Ça a été fait. Ça veut dire qu'avant la commande des équipements, vous avez déjà garanti la formation, c'est ça? Nous sommes obligés de prendre toutes ces dispositions-là. Parce que vous venez de dire, est-ce que nous allons attendre tout ce temps? Le matériel, les spécifications viennent d'être achevées, le document est prêt, traduit. Maintenant, lorsque nous allons prendre la décision de l'acheter, parce que la décision de l'acheter vient du gouvernement, je veux dire que ce n'est pas du ressort du ministère de la Santé, n'est-ce pas? Nous, ça sort du gouvernement. Lorsque ce serait décidé, je crois, parce que nous avions fait une communication au Conseil des ministres, et sur la base de cette décision, le matériel va être acheté et le personnel qui doit l'utiliser sera formé pour. Monsieur Azoba, on vient d'écouter le directeur de cabinet et j'ai envie de vous poser une question. Je ne sais pas si c'est à lui qu'il faut la poser ou à vous. Pendant ce temps, les femmes qui devraient accoucher, tout ça, elles vont où? Au CNHU? C'est ce que j'ai entendu dans le reportage, d'autres à l'hôpital d'instruction des armées. Est-ce que ces structures ne risquent pas d'être débordées? Effectivement, monsieur le journaliste, ces structures sont débordées à outrance aujourd'hui. Vous prenez le cas de Ménontin, ils sont débordés totalement. Vous prenez l'hôpital des armées, ils sont débordés totalement, étant donné que leur occupation n'était pas habilitée à accueillir ici tant de monde. Mais nous disons que c'est un problème de santé publique. Un problème de santé publique, on n'attend pas. Et nos répondants du gouvernement, c'est-à-dire l'équipe du ministère, doit faire comprendre au gouvernement que ça, c'est une urgence. Et il faut des mesures exceptionnelles. Ça a trop tardé. Depuis le 2 juin, nous avons fermé et la salle d'accouchement et les blocs. Aujourd'hui, nous sommes le 18. En fait, rien ne se passe. Ça fait 16 jours. Au centre. Les sages-femmes ne viennent que le matin pour orienter les malades qui vont arriver. Parce qu'il y a des cas référés des cliniques qui arrivent et qui continuent d'arriver malgré qu'ils ont appris qu'on a fermé, ils n'ont pas cru. Et qu'est-ce que les sages-femmes font? Ils orientent, les malades sont là aussitôt, on les oriente, soit c'est vers Ménontin, soit vers le CNHU, soit vers l'hôpital des armées, où on appelle sous les pour voir s'il y a de place pour qu'on prenne les maladies. Et ça ne nous honore pas. Parce que chaque femme qu'on réfère dans ces conditions, soit il perd son enfant, soit il court d'autres risques que nous connaissons très bien. Par exemple, le coût, j'imagine peut-être avec... Et le coût, par exemple, par rapport au CNHU. Un père de famille qui ne s'est pas préparé à ce coût parce qu'il était préparé au coût de l'OMEL, quand il se retrouve au CNHU, c'est des dépenses énormes. Et en ce moment, il devient indigent. Et c'est là le problème. Nous avons dit, le ministère a trop péché par rapport à l'étude de notre dossier. Et ça a toujours été le cas. Et ce n'est pas le problème du bloc opératoire seul. Il y a la réanimation, une partie de la réanimation qui a brûlé. On a les réanimateurs de renommée chez nous, le Poisson humaine. Et qui se plaignent tout le temps du matériel. Au fond, tout le centre est malade, c'est ça, hein? Oui, tout le centre est malade parce qu'il faut penser à ce qui est fait, ce qui est post-opératoire. L'opération, pour le chirurgien, il vous dira que ce n'est pas grand-chose. Ouvrir, sortir le bébé fermé, que lui va faire? Mais le réveil et la suite des soins, c'est au niveau de la réanimation. Il n'y a pas de restinomètre. Il n'y a pas de tensiomètre. Est-ce que le centre a un dispositif technique qui permet, par exemple, parce que ça, j'ai écouté une émission sur une radio internationale où les médecins se plaignaient de ce qu'il n'y a pas les possibilités, par exemple, d'opérer des enfants qui viennent de naître avec des malformations cardiaques ou autres. Est-ce que vous avez
disons, des équipements pour ce genre de situation? Honnêtement parlant, on n'a pas d'équipement pour le faire. Ah. Parce que l'unique bloc qui est là a été construit par Messer Chiffre. Ce sont eux qui ont construit un bloc pour les enfants, mais ils sont en étroite collaboration avec nous, si bien que les malades malformés qu'on sort sont consultés, programmés, et c'est quand une mission arrive qu'ils se font opérer. Il n'y a pas d'opération en urgence pour eux, à cause du plateau technique. C'est quoi la compétence pour le faire? Il y en a. Mais le plateau technique ne Le répond plateau pas. technique ne permet pas. Le DC veut réagir par rapport à ça ou on avance? Enfin, je pense qu'il y a une situation gravissime au niveau d'Omel. Mais quant à la réaction du ministère, je voudrais dire que dès que nous avions eu cette information... Oui, situation gravissime, comme vous le dites, ça veut dire, vous confirmez ce qu'il dit, par exemple, les enfants nés avec des malformations. Si, c'est ce que je dis. Je dis que nous avons de sérieux problèmes dans ce genre d'intervention. Nous avons de sérieux problèmes. Et on compte beaucoup sur les partenaires, les missions pour les gérer. Et je ne veux accuser personne par rapport à cette situation, parce que, de mon point de vue, c'est les hommes qui érigent, c'est les hommes qui créent, c'est des visions des hommes qui mettent en place les structures. Hein? C'est vrai qu'après avoir réfléchi, il faut avoir les moyens de les faire. Mais les hommes encore peuvent rechercher les moyens pour le faire. Et je pense qu'il faut que nous allions dans ce sens-là. C'est-à-dire que lorsque nous avions un problème, qu'on cherche les problèmes, qu'on cherche à régler ces problèmes-là avec notre intelligence. Et je pense que nous avons cette intelligence au Bénin. C'est la réponse que je donne par rapport à cette situation. On aurait souhaité qu'on sorte de l'habituel, et rechercher des solutions ailleurs, si tant est qu'on pense que ce problème peut être réglé chez nous, surtout que nous avions les compétences. On peut chercher ça ailleurs. Et moi, je dis qu'il y a de richesse que d'hommes. C'est ça ce que nous vivons. Il y a de richesse que d'hommes. C'est vrai, pour embrayer sur cette, disons, ce que vous venez de dire. C'était conçu, enfin, en faisant de cet hôpital un centre hospitalier universitaire, c'est justement pour former les gens, puisque vous venez de dire qu'il y a de richesse que d'hommes. Voilà que maintenant, les étudiants qui suivaient les formations dans votre centre, ils sont repartis où? Ils sont renvoyés au CNHU, faculté de médecine? Qu'est-ce qui se passe pour eux? C'est malheureux que nous vivions cette situation. Et je voudrais dire qu'il n'y a pas, mais ce n'est pas maintenant que ce problème, nous l'avons déjà senti, nous l'avons pressenti. Et les étudiants... Vous dites nous l'avons pressenti, mais apparemment, si vous l'avez pressenti, ça veut dire qu'il manque d'anticipation. Et c'est ce que je dis. C'est pourquoi je dis qu'il n'y a que des hommes pour le faire. L'anticipation, il n'y a que des hommes pour le faire. Que ce soit au niveau du ministère, c'est pourquoi je dis je ne veux accuser personne. Au niveau du ministère, au niveau des centres eux-mêmes, à tous les niveaux, si les gens sont vraiment engagés, ils peuvent résoudre les problèmes. C'est cet engagement-là qui nous manque. Et je ne veux pas sortir de ce lot, mais je pense que nous avons pris des dispositions actuellement pour que nous puissions aller au bout de ces difficultés. D'abord, régler le problème de l'OMEL, parce que moi-même j'y étais hier, c'est désolant. C'est désolant. Un centre de cette envergure, un centre de formation, le spectacle que j'ai vu là ne me rend pas heureux en tant que directeur de cabinet du ministère de la Santé. Et je pense que nous avons failli. Nous avons failli et il faut le reconnaître et nous mettre rapidement à la tâche. Et pour ce qui est de la situation actuelle, je pense que nous devons nous faire aider par tous les Béninois. Je disais tout à l'heure que l'État, c'est vrai, est en train de prendre des dispositions pour cela. Mais en dehors de l'État, moi je pense qu'il y a d'autres personnes qui peuvent intervenir. Je me rappelle, il y a quelques années, nous avions lancé
une opération que nous avions appelée 120 jours pour équiper les formations sanitaires. Et une intervention de ce genre peut mobiliser le privé. Et même le centre a reçu, je crois, l'aide du privé en ce qui concerne la prise en charge des fistules obstétricales. Voilà. Ouais. Donc, je pense que c'est pourquoi je dis que c'est les hommes. En dehors du fait que le gouvernement doit jouer sa partition en sortant de ressources mobilisées par la fiscalité, par les impôts, en sortant ces ressources, il y a d'autres appels que nous pouvions faire par rapport au privé pour appuyer ce centre. Aujourd'hui, ce centre, il a dit, ce centre, même avec le seul bloc, ne peut pas fonctionner. Il a dit tout à l'heure, la salle de réanimation est d'une importance pour une intervention. Quand on finit d'opérer, il faudrait bien concevoir, garder ce malade-là qui est entre la vie et la mort. Il faut garder ce malade-là dans des conditions pour pouvoir lui garantir la sécurité. Et ce n'est pas possible. Et ça, aujourd'hui, même avec le seul bloc, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce que le matériel pour le faire manque. Mais en ce moment-là, oui. En ce moment, monsieur le directeur de cabinet, je ne vous coupe pas. Nous parlions de moins de 500 millions pour un peu plus de 500 millions. Voilà. Est-ce qu'avec la salle de réanimation et peut-être d'autres choses, nous avons un budget colossal pour remettre l'hôpital franchement debout. Le point que nous venons de faire avec qui coûte pour que 500... franchement le centre soit opérationnel avec tout ce qu'il faut, salle de réanimation, et c'est tout ce point, le bloc technique, ça fait quoi? C'est tout ce point qui fait les 550 millions dont je parle. C'est le point là que nous avions fait. C'est-à-dire que il y a la salle de réanimation et les deux blocs qui doivent être rénovés entièrement. Et c'est ce point que nous avions fait et c'est ça ce que nous avons sollicité du gouvernement. Très bien. Voilà. Mais, monsieur Assoba, quand j'entends le directeur de cabinet, il parle d'environ 500 millions. Il ne nous dit pas quand est-ce que tout ça va se mettre en marche, puisqu'il dit qu'on attend aussi de vérifier que les équipements qui sont commandés sont ceux dont on a besoin, la formation. Pendant ce temps, le personnel se dit quoi? Vous allez avoir des actions? Est-ce que vous allez mobiliser peut-être le privé pour venir en aide au centre? Ou vous dites on croise les bras et on attend, c'est ça? En fait, il ne reste une seule action pour le personnel. C'est l'orientation. C'est la bonne destination. C'est tout ce que vous faites et c'est ça que vous allez faire. C'est tout ce qu'on peut faire pour le moment. Parce qu'il faut avouer qu'une malade que vous avez consultée pendant environ 7, 8, voire 9 mois pour accoucher, quand vous l'orientez ailleurs, celui qui reçoit sait aussi que il y a un peu de risque parce qu'il n'a pas du tout consulté le malade, il ne maîtrise rien. Et c'est maintenant qu'il retrouve le malade. C'est pour cela que nous sommes en train de dire, à une situation exceptionnelle, une mesure exceptionnelle. La mesure exceptionnelle. Il y a ce qu'on appelle les dépenses de souveraineté. Au fond, si je l'ai compris, hein, il parle de 500 millions, apparemment la difficulté n'est pas liée à la ressource financière. Mais c'est peut-être la prudence, puisqu'il faut s'assurer que les équipements dont on a besoin, c'est ça qu'on va acheter. Sinon, j'ai cru comprendre que les 500 millions, on peut les mobiliser tout de suite. Le personnel n'entend pas de la même oreille. Ah bon? Parce que depuis le 2, nous avons fermé. Depuis le 22 au 23 juin 2015, le bloc a brûlé. Et le DC a reconnu que le ministère n'a pas anticipé. On n'a pas anticipé. Et nous avons accouché, nous avons opéré des gens avec risque. Nous avons perdu des malades. Et ceux qui sont morts, on dira quoi? Je dirais des par rapport. Et c'est ça que le personnel a un peu ça sur la conscience. Ce n'est pas qu'on manque des ressources humaines pour le travail, mais c'est le matériel technique. Et c'est pour cela, nous les supplions, nous avons dit, tout ce qui concerne le CHUMEL. Si autant c'est un centre de référence pour vous, donnez le minimum.
Il a dit qu'il est possible de donner le minimum. Les ressources, apparemment, elles existent. Oui, il ne précise pas parce qu'il dit qu'il faut prendre des mesures, des garanties de sécurité, entre guillemets, pour s'assurer qu'on ne va pas acheter un équipement que demain vous allez dire, c'est pas ce qu'on a commandé, c'est ça. Parce que la situation, c'est quoi? C'est que c'est vrai, les techniciens, c'est eux qui utilisent. Parce que j'imagine qu'un État comme le Bénin, c'est pas 500 millions qui mettrait en danger nos mamans. Je ne crois pas. Je ne crois pas que ce soit là le problème. Mais le problème fondamental, c'est qu'on s'assure. Parce que, je vous dis, on achète l'équipement. Mais entre nous, DC, on ne va quand même pas mettre une éternité pour s'assurer que c'est l'équipement qu'il nous faut. Non, le problème s'est posé quand nous avons, j'ai les documents ici, et c'est le 2 que la situation s'est dégradée. Mais bien avant, le seul bloc qui fonctionnait était le second bloc était déjà équipé depuis le mois de mai, avril, mars-avril. Et il ne manquait que le compresseur. Le bloc qui est actuellement actif. Il ne manquait que le compresseur. Vous connaissez le rôle du compresseur? Oui, le compresseur a un rôle important. Et ça faisait quoi? Lorsque la situation s'est posée et on m'a dit il manque le compresseur. Comme il le dit, si vous savez à quoi sert le compresseur, on n'a pas besoin de réfléchir avant de l'acheter. Je sais, c'est pas qu'on n'a pas acheté. Quand on a posé la question, le ministre a posé la question, a dit mais pourquoi le compresseur n'est pas acheté? Il dit non, c'est acheté, mais on n'a pas de véhicule pour aller chercher. Donc ça, c'est scandaleux. Des situations comme ça, qu'on dise qu'on n'ait pas de véhicule pour aller chercher le compresseur, c'est pour cela que le compresseur n'était pas là. Donc, dès que la situation se posait, quand le ministre est revenu, il a demandé au chef de projet, prends ton véhicule, va chercher le compresseur et va déposer ça. Et ça s'est fait. Aussitôt. Donc, le compresseur a été déposé. Mais le compresseur, bien que déposé, étant donné que la situation que le personnel a vécu pendant les 2 ans et a utilisé un seul bloc, étant donné cette situation, ils n'ont pas voulu vivre la même chose. Ils ont dit, bon, nous, c'est vrai, le compresseur est là, mais nous ne travaillons pas parce que nous ne voulons pas vivre. Parce que il ne suffit pas d'avoir une salle, un bloc opératoire, il faut avoir la salle de réanimation. Donc, il faut mettre aux normes le bloc opératoire pour que nous ne vivions plus ça. C'est dire qu'il y avait des actions. Le ministère n'est pas resté sans rien faire. Parce que nous sommes conscients qu'un seul bloc ne suffit pas. Alors, si on a le bloc, il faut avoir la salle de réanimation. Et nous avons compris leurs difficultés parce que nous, au ministère de la Santé, en dehors d'être administratifs, actuellement, nous sommes d'abord des agents de santé. On comprend ce que c'est que dans un centre, avoir un seul bloc. Ce n'est pas possible. Voilà. Mais Monsieur Assoba, je vous ai posé la question quand nous préparions cette émission dans le briefing. Je sais que dans les revendications des travailleurs du CNHU, cette fois-ci, avec l'épée de la mise en concession, ils ne sont pas contents et beaucoup disent que l'État nous doit beaucoup de milliards. Est-ce que c'est le cas au niveau du centre? Est-ce que l'État aussi doit au centre hospitalier et universitaire? Oui, l'État est débiteur. Il faut avouer qu'à la date où nous sommes, au niveau des prises en charge des ministères, l'État nous doit près d'environ 300 millions. Quand nous prenons la gratuité de la césarienne, l'État nous doit, d'après les dernières informations, depuis juin 2016 jusqu'à la date où nous sommes. Au niveau de la gratuité du palu, l'État nous doit environ 20 à 25 millions. Et au niveau des indigents, l'État nous doit une centaine de millions. Il faut avouer que l'OMEL accueille des indigents à hauteur au minimum de 70 millions chaque année. Quand vous dites indigents, c'est quoi? C'est des gens qui ne peuvent pas payer les frais d'hospitalisation et qui sont des laissés pour compte, qui n'ont pas les moyens pour subvenir aux soins. Et là, c'est l'État qui prend en charge leur hospitalisation. Ça, c'est l'État qui les prend en charge parce qu'ils ont un système qui permet d'associer le service social pour les enquêtes avant qu'on ne déclare que ceux-là sont indigents. Ce qu'on nous a loué était peu, on a dit, mais l'État n'a jamais augmenté. Ce fut une année où nous avons bénéficié de 50 millions. À part ça, jusqu'à présent, on ne bénéficie pas de grand-chose.
Or, ces indigents-là pleuvent. Parce qu'après avoir tout dépensé dans les cliniques, quand ils sont référés, ils viennent toujours sans sous. Et nous n'avons pas un plateau technique qui nous permet de les prendre en charge quand il n'y a pas les moyens. Oui. Donc il faut renouveler une trousse d'urgence chaque fois. Étant donné que l'État nous doit, il y a également le flux des affectations. Et ces flux d'affectations font que, étant donné que les gens sont stressés, les gens voyant beaucoup de leurs collègues développer une hypertension due au stress au travail, ils demandent à partir. Ce qui est au niveau de la DDS, automatiquement, quand vous demandez, c'est vite fait. Au niveau du ministère pour les affectations sur le plan national, c'est vite fait également. Mais quand on enlève, on ne remplace pas. Ce qui fait qu'au niveau interne... Il y a le problème de personnel, de ressources humaines aussi. Oui, il faut combattre à ce déséquilibre. Je vous apprends que depuis 2008, il y a des agents au MEL qui ont les mêmes qualificatifs que des infirmiers des sages-femmes, mais qui ne gagnent que la moitié de leur salaire. Qui sont sans statut et à qui on ne cotise rien à la CNSS. Et ils travaillent. Et ils travaillent au centre. Quand nous, contractuels de l'État, comme agents permanents de l'État, nous sommes en grève, sont eux qui assument la garde. Mais ils n'ont aucun statut. Ils n'ont aucun statut, ils n'ont même pas droit à des primes de rendement, primes de spécifiques. Ils n'ont pas droit au congé et administratif. Et on est en train de réclamer tout ça là. Mais on dit qu'on attend l'AOF du CHU, sachant bien que le statut actuel du CHU MEL est contesté par les praticiens. Parce que du fait que ce n'est pas un centre national. Moi, je fais un peu d'extrapolation. Je ne suis pas spécialiste de la gestion. Quand j'entends que l'État doit beaucoup de millions, je me dis on pourrait peut-être aller plus vite que ça, puisque les ressources financières existent pour l'équipement, tout ce qui est technique lié au fonctionnement de ce centre. Oui. Comment ça s'explique d'abord que les dettes de l'État s'accumulent? C'est pas simplement... Oui, je vous ai dit ça, l'État, il n'y a pas plusieurs paniers, c'est le seul panier. C'est le seul panier. C'est le seul panier qui donne à tous, qui donne à tout le monde. Et ce panier, il faudrait qu'il y en ait qui est aussi assez... bien à l'ORTB, à Bénet Télécom, tout le monde, SBE. Dans ce panier. Et quand vous tentez de privilégier quelqu'un, vous pénalisez l'autre. Donc mais la santé... C'est ça la situation. Donc il faut que nous comprenions tous que lorsque le problème se pose au niveau de la santé, il faut voir ça avec un peu plus d'égard. Hein, c'est comme ça que moi je justifie ça. C'est vrai, l'État doit, oui. Je voudrais dire peut-être que mon ami n'a pas l'information par rapport aux gratuités. Bon, c'est une mesure qu'on a décidée pour régler un problème, pour atteindre... La gratuité de la césarienne. Au niveau de la gratuité de la césarienne, il y a des choses qui se sont faites ces derniers temps. Je veux dire, ces derniers mois, je sais que les dettes que l'État devait par rapport à ces gratuités, on a commencé par payer et je crois le CHU MEL a certainement pas, s'ils n'ont pas encore eu, ils auront d'ici là parce que les ressources ont été disponibilisées. D'habitude, on met le quart lorsque on ouvre le CEFI pour faire fonctionner, mais cette fois-ci, c'est le 3/4 qu'on a donné pour les gratuités parce qu'on sait que on a pris cette mesure, il faut l'assumer. Plutôt que de donner le quart, on a donné le 3/4. Ce qui fait que les dettes de 2016, je crois que nous sommes en train de le plonger dans la mesure du possible. Et j'espère que ça pourra soulager un peu les difficultés au niveau de l'OMEL. Très bien. Nous tirons vers la fin de l'émission. Je ne vais quand même pas m'empêcher de poser une question à un responsable syndical dans le secteur de la santé. Ça n'arrive pas tous les jours. Quel est votre regard sur les réformes au niveau sanitaire? On a notre mise en concession du CNHU. Est-ce que vous redoutez ça au niveau du centre, par exemple? Les réformes au niveau de la santé. Les réformes au niveau du ministère de la Santé. Je crois qu'on ne fait pas le bonheur de quelqu'un sans l'avoir associé. Ce qui veut dire simplement que nous, en tant que paramédicaux, nous n'avons pas été associés aux différentes réformes parce que nous avons notre mot à dire. Nous ne sommes pas des petits dans la danse.
Nous sommes des anciens et il nous reste peu de temps aussi pour aller à la retraite, quand bien même nous sommes jeunes. Ce qui se passe au CNHU vous inquiète? Ce qui se passe au CNHU doit nous inquiéter. Dans la mesure où je ne pense pas que c'est la mise en conception qui règle le problème au niveau du CNHU. Je dis non. Le véritable problème au niveau du CNHU, l'État doit environ près de 7 milliards. La maison doit, au niveau du CNSS, près d'1 milliard pour pouvoir assumer la retraite aux vaillants travailleurs qui ont quand même bossé pour qu'on ait cette dette au niveau de l'État. Il y a au niveau des trous d'urgence pour la prise en charge. Je suis en train de dire, l'État dans notre pays, actuellement, d'après les informations que j'ai, le budget national n'alloue que 8% au niveau du ministère de la Santé. Or, dans les clauses au niveau du OMS et consorts, c'est environ les 15% qui sont demandés à tous les pays. Je pense que l'augmentation de ce qui est accordé au niveau du ministère de la Santé viendra quand même régler un certain nombre de problèmes. Très bien. Nous sommes à la fin. Vous allez en même temps faire la conclusion de cette émission avant que je ne fasse parler le directeur dans le même temps. La question que nous avons posée au démarrage de cette émission, j'avoue qu'on n'a pas la réponse, ou on a tenté d'aborder les aspects, mais c'est quoi la thérapie pour votre centre? Ce sera votre mot de conclusion. La thérapie qu'il faut pour le CHUMEL aujourd'hui, c'est de revoir tout l'équipement technique, de changer tout ce qu'il y a comme matériel existant pour donner un nouveau souffle. C'est le premier abord. Le second abord, c'est de faire la relecture du statut et lui donner son vrai sens de référence, une structure nationale, lui permettant d'avoir des subventions et de dépolitiser les nominations. Il faut dépolitiser les nominations. Parce que quand vous nommez des gens à la tête des hôpitaux qui sont liés à tel ou tel politicien, il y a de quoi qui n'aille pas vers des hommes de bonne volonté quand même qui ont la capacité d'aider le centre. Et je passe par votre foi pour lancer un vibrant appel à tous les hommes de bonne volonté pour venir en aide, même si c'est pour un lit, pour venir en aide au CHUMEL. Merci infiniment. Décès, vous avez le mot de conclusion de cette émission. Le mot de conclusion, je suis de son avis lorsqu'il dit qu'il faut remettre le CHUMEL à son niveau. Il faut le remettre à son niveau. Il faut le mettre à un niveau qu'on aurait espéré avoir de l'hôpital, du fait que cet hôpital a grandi et on connaît les objectifs que nous avions donnés à cet hôpital. Il faut nécessairement que l'on élève le niveau de cet hôpital. Et les ressources, je pense, l'État va faire ce qu'il pourra faire. Et comme il est dit, nous avons besoin aussi de l'appui des partenaires. Et je pense qu'ensemble avec la direction générale du CHUMEL, nous devions nous réorganiser pour mobiliser les ressources et en dehors des ressources au niveau étatique. Et par rapport à son problème, il a parlé de politiser les nominations. Moi, je ne pense pas qu'un homme, lorsqu'on vous met à la place, à la tête d'une administration, on vous met à la tête d'une administration, votre premier souci devait être comment faire en sorte que je puisse sortir cette administration-là des difficultés. Et ça, si quelqu'un ne peut pas le faire, il ne mérite pas la place qu'on lui donne. Et pour cela, moi, je pense que même si vous pensez que c'est un parrain politique qui vous a positionné, on vous met pour faire plaisir ou bien pour rendre service à ce parrain politique, vous devez faire en sorte qu'il puisse être fier, qu'on puisse être fier de lui. Et c'est en cela que je dis que si quelqu'un se met dans un carton et ne veut pas sortir, c'est lui qui est responsable, de mon point de vue. Merci, voilà. Sur la correction du statut des agents subligés autonomes. Merci beaucoup. Nous sommes à la fin de l'émission. CHUMEL, quelle thérapie? C'était l'interrogation au cœur de notre émission ce soir avec comme invité Lucien Tocod, directeur de cabinet du ministère de la Santé, et puis Maxime Assogba, technicien biologiste, ancien secrétaire général du syndicat. Merci de nous avoir suivis. Merci à l'équipe de réalisation conduite par Christelle Sagouan. Bonsoir et à dimanche prochain.
Thank you.